Alain Besançon est considéré tant aux États-Unis qu'en France comme un des principaux spécialistes de la Russie tsariste et soviétique. Auteur notamment de Présence soviétique et passé russe, paru en livre de poche et des origines intellectuelles du léninisme, Alain Besançon a été l'hôte de l'Académie des sciences de l'URSS avant de rompre avec l'idéologie communiste en 1956, après l'invasion de la Hongrie. Alain Besançon, comment vous êtes-vous intéressé à l'histoire russe? C'est une longue histoire. Écoutez, quand j'étais jeune, j'avais été très influencé par ce qu'on nous racontait de l'URSS dans ces années-là. Et j'étais étudiant en Sciences Po. Les professeurs qui nous enseignaient étaient des professeurs communistes qui nous donnaient une idée très parfaite et très idéale de l'URSS. Et en 1956, j'ai découvert que cela était faux. Et puisque les soviétiques eux-mêmes, n'est-ce pas, par le discours de Khrouchtchev, avaient fait tomber cette espèce d'énorme construction idéologique cohérente, parfaite, mais qui n'avait que le malheur d'être radicalement fausse. Et j'ai voulu, disons, récupérer les restes, c'est-à-dire... puisque j'avais fait cette erreur, en comprendre l'origine, savoir ce qu'était réellement l'URSS. Pour cela, j'étais jeune professeur, j'ai appris la langue russe, je me suis spécialisé dans l'histoire du 19e siècle, puis du 20e siècle russe, intéressé par cette culture et par cette extraordinaire histoire qui est née dans ce pays et dont les effets ne sont toujours pas éteints. Oui. Enfin, pour le profane que je suis, ce qui semble absolument extraordinaire, c'est que la vision que nous avons de la Russie, n'est-ce pas, enfin de la Russie du 19e, c'est la vision d'un pays très religieux, mystique même, et nous pouvons nous demander comment se fait-il que de ce pays religieux et mystique, on en arrive, n'est-ce pas, à un pays au contraire athée, totalitaire. D'abord, l'athéisme peut être mystique et le totalitarisme aussi. La Russie du 19e siècle, il ne faut pas en exagérer la solidité religieuse. Vous aviez une religion populaire, la Russie s'était trouvée à la périphérie des centres civilisateurs, elle n'avait ni la solide, disons, éducation intellectuelle latine, ni non plus la haute culture orthodoxe. C'était un pays qui avait été liturgisé plus que catéchisé. Et enfin, au XVIIIe siècle, cette religion avait été mise très brutalement au service de l'État par Pierre le Grand. Si bien que ce qu'il y a de religion vivante en Russie au XIXe siècle ne s'alimente pas au tuf orthodoxe, mais s'alimente beaucoup plus à des sources assez impures, qui sont d'une part, si vous voulez, le protestantisme mystique et hétérodoxe de l'Allemagne du XVIIIe siècle. Je pense à la franc-maçonnerie mystique, aux frères Schwab, au mouvement piétiste de l'université de Halle, à Swedenborg, au quakerisme, et enfin à toutes ces nuances enfin, de l'illuminisme de la fin du XVIIIe siècle. Et tout cela prépare la réception de l'autre grande source de philosophie religieuse plus que de religion, que va être l'idéalisme allemand à travers Schelling et Hegel. Mais quelle est la part aussi du slavophilisme que vous avez expliqué dans votre livre Les origines du léninisme? C'est une très grosse histoire, le slavophilisme, parce que c'est en somme une sorte d'acclimatation du nationalisme européen dans un pays qui se sentait sous-développé, si vous voulez, par rapport au reste de l'Europe, et qui se cherchait un principe de supériorité. Les Allemands, qui avaient développé un premier nationalisme contre les Français, et contre les Anglais, qui étaient ensemble les deux seuls pays d'Europe à avoir une conscience nationale heureuse, les Allemands avaient fondé leur nationalisme sur l'idée d'une supériorité culturelle.
Et cette supériorité culturelle, bien entendu, n'existait pas dans cette Russie qui était obscure, qui se croyait même encore plus obscure qu'elle ne l'était. Alors, où trouver ce principe de supériorité? Et c'est alors là qu'ils ont été chercher, si vous voulez, cette tradition orthodoxe, mais non pas pure, mais relue à travers les catégories, justement, du nationalisme romantique et de l'idéalisme allemand. Et alors, ça a eu des conséquences très graves, parce que cela a solidifié le nationalisme russe dans une construction théologique. Au lieu d'être simplement, si vous voulez, un orgueil national, une simple vanité nationale comme en France, ou un orgueil national fondé sur la culture comme en Allemagne, c'est devenu une sorte de théologie du nationalisme et un système complet, n'est-ce pas? Un système complet dont les effets ne sont toujours pas évanouis aujourd'hui. Théologie nourrie par les écrivains russes de l'époque, en particulier par Dostoïevski et par Tolstoï. Surtout Dostoïevski, qui est dans la droite ligne des deux grands écrivains slavophiles qui ont vraiment fondé le système, qui ont fondé la théologie, si vous voulez, d'une Russie prenant la place de l'Église, étant une icône de l'Église, étant le lieu du Saint-Esprit, étant le nouvel Israël. Ces théologiens sont obscurs, ils s'appellent Romiakov et l'autre Kireïevski. Mais c'est Dostoïevski qui leur a donné leur impact mondial. Maintenant, pour vous, et vous l'avez dit au tout début de cette entrevue, ce qui est au centre de la réalité actuelle en Russie, la réalité soviétique, c'est l'idéologie. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous qu'une idéologie? C'est une formation intellectuelle nouvelle. Ce qui ressemble le plus dans l'expérience historique à l'idéologie, c'était cette mutation qu'ont subie les grandes religions monothéistes, je pense au judaïsme tardif, à l'islam dès ses débuts et au christianisme du IIe siècle. Cette mutation s'appelle la gnose, c'est-à-dire qu'on remplace les raisons de croire. Les raisons. Les raisons de... Il faut insister, je pense, sur ce mot raison. Enfin, disons qu'on remplace la foi, qui est un acte de confiance dans la révélation divine, parce que c'est la révélation divine par des témoins accrédités. Cela est remplacé par un système plus ou moins rationaliste, qui donne une clé du monde historique, de son passé, de son présent, de son avenir, qui remplace la révélation par le sens qui est substitué à la révélation, c'est-à-dire que derrière la révélation, vous avez une procession de symboles qui constitue le sens profond, le sens allégorique, le sens ultime de la révélation, et dont la révélation n'est que l'aspect exotérique, n'est-ce pas, pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre. Et alors ce système rationnel qui se substitue à la foi, qui garde un aspect religieux, c'est la gnose. Mais vous écrivez vous-même que l'idéologie n'est pas une gnose. Non, l'idéologie n'est pas une gnose parce que la gnose restait religieuse. C'est-à-dire que la technique du salut qu'elle proposait, la gnose, c'est une technique de salut par des moyens d'ascèse appropriés, par la constitution d'une église d'élus supérieurs et de possesseurs de la connaissance. On arrivait à faire évoluer le monde dans la direction que la gnose, justement, avait découvert et montré. Il y avait un plan cosmique que le gnostique, sauvé en somme par la révélation de ce plan gnostique, accomplissait et, se sauvant, sauvait le monde, n'est-ce pas? Eh bien, au XVIIIe siècle, cette même attitude de pensée a commencé à chercher le principe de sa certitude, non pas dans un système religieux, mais dans la science positive. Et alors nous voyons apparaître, si vous voulez, sous des formes encore incoatives au XVIIIe siècle, en France et surtout en Allemagne, une compénétration des thèmes scientifiques et des thèmes religieux. Par exemple, vous en voyez même dans l'œuvre d'un aussi grand philosophe que Leibniz. Chez Hegel propose une science qui est à la fois une ésotérisation du grand rationalisme du XVIIIe siècle et une rationalisation de l'ésotérisme qui est parallèle à la pensée scientifique, qui court parallèlement à la pensée scientifique pendant également tout le XVIIIe siècle. Et c'est seulement juste après Hegel que ce plan cosmique est mis dans le registre de la science positive et prétendument prouvé par la science. Et l'idéologie, c'est en somme une gnose qui se prouve ou qui prétend se prouver
par la science. Alors c'est beaucoup plus grave parce que la science est exorbitée de son ordre. La science, la gnose en somme ne mentait pas sur elle-même, elle se donnait comme un système symbolique et au fond elle le restait. Tandis que l'idéologie, en se prétendant scientifique, dérègle non plus la foi, mais la raison elle-même, parce que la science est sortie de son ordre et est chargée de prouver des choses qu'elle ne peut pas prouver. Mais qu'est-ce qui caractérise l'idéologie léniniste? Alors l'idéologie léniniste, c'est une reprise sous des formes extraordinairement brutales et accordée d'ailleurs à la situation intellectuelle de la Russie, d'un certain type de marxisme, de la forme la plus primitive de marxisme, celle qui s'était répandue non pas chez Marx, mais après Marx, et en particulier dans les œuvres de Engels, dans la social-démocratie allemande, et filtrée par le milieu révolutionnaire russe, qui était un milieu particulièrement pauvre. Ce que vous avez en Russie, et ce qui caractérise le léninisme, c'est la confluence, n'est-ce pas, de ce marxisme simplifié allemand et d'une tradition révolutionnaire extraordinairement puissante, et alors là, extraordinairement gnostique dans ses manifestations, manichéennes, enfin cathares, qui est, elle, proprement russe et qui commence dans les années 60, et dont le grand champion va être... 60, c'est 1860. 1860, oui, dans les 1860, et dont le grand champion va être Tchernychevski. Si vous voulez, l'éthos du narodnik russe, enfin de l'étudiant porteur de revolver, et avec la pseudo-science de la social-démocratie allemande, c'est cette confluence qui va donner le léninisme et cette solidité extraordinaire. Ethos, c'est donc dire une morale, n'est-ce pas? Ethos, c'est à la fois c'est une façon d'être, c'est une morale, c'est un certain rapport au monde, mais qui maintenant s'est découvert ce système d'interprétation extraordinairement commode et manipulable, n'est-ce pas, qu'est le marxisme. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet ethos précisément, cette façon d'être et cette morale de Tchernychevski? Ce qui caractérise les gnoses et ce qui caractérise les idéologies, c'est que la morale se déduit de la doctrine. Et ça, c'est un point très important qu'on voit mal aujourd'hui, où on parle beaucoup de morale chrétienne ou de morale judéo-chrétienne, mais il n'y a pas de morale chrétienne, il n'y a pas de morale judéo-chrétienne. C'est-à-dire que les religions traditionnelles, qu'elles soient païennes ou qu'elles soient abrahamiques, demandaient simplement que l'on se conforme à la justice. Mais le juste et l'injuste n'étaient pas définis par le système religieux. Il est mal de tuer, il est mal de voler, le croyant a des raisons nouvelles de ne pas tuer et de ne pas voler, mais le juste en soi est extérieur à la doctrine. L'idéologie, elle, justement parce qu'elle connaît le devenir du monde et qu'elle pense qu'il n'y a pas d'autre salut que d'accomplir le devenir de ce monde selon le plan cosmique que l'idéologie a découvert, va faire que la morale se déduit de la doctrine. Est bon ce qui contribue à l'accomplissement du plan cosmique. Alors dans la morale révolutionnaire russe du 19e siècle, dans les mouvements populistes, puis ensuite repris dans le léninisme, est bon ce qui contribue au succès de la révolution. Alors là, vous avez donc un nouveau type d'homme qui apparaît, dont la morale se sépare de la morale commune, dont la vie se sépare de l'humanité commune, qui va entrer dans un système d'ascèse, et les hommes qui se trouvent en possession de la doctrine passent ensemble ce contrat qui est le parti, et qui va multiplier leur puissance pour faire avancer l'histoire dans la direction que la doctrine a découverte. Mais quel est le rôle de Lénine dans tout ça? Lénine a hérité, on peut dire, de toute une situation et il est devenu un peu l'accoucheur, si on peut dire, de cette... Lénine a opéré une sorte de concaténation extraordinairement cohérente de tout cela. Lénine, c'est l'homme en qui, si vous voulez, cette fusion s'est faite avec le maximum de cohérence et de logique. Lénine n'est pas autre chose que l'homme fait idéologie, entièrement pénétré par l'idéologie et obéissant complètement à ses impératifs. Et pourtant... Il n'y a pas de personnalité de Lénine, l'idéologie l'a remplacé. L'idéologie, c'est ce qui pense en lui. Et il l'a appliqué avec une force, une
consistance, une opiniâtreté tout à fait unique chez les révolutionnaires russes. Et c'est pourquoi le système soviétique, c'est vraiment le léninisme et pas autre chose que lui. Et comment expliquez-vous que Lénine, lui, se dit continuellement marxiste, se dit philosophe et affirme continuellement justement cette importance de la philosophie que vous semblez vous minimiser, n'est-ce pas? Oui, alors là il y a un contresens sur l'attitude philosophique et sur l'attitude idéologique. Le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité, n'est-ce pas? Et il a décidé de chercher la vérité, mais il sait très bien, n'est-ce pas, que les vérités ultimes lui sont inaccessibles. C'est pour ça qu'il y a plusieurs philosophies qui, chacune selon ses voies, visent un centre dont chacun sait qu'il est inaccessible. En cela, si vous voulez, la structure de la philosophie est assez semblable à la structure des religions abrahamiques qui, toutes, n'est-ce pas, affirment que Dieu, dans son essence, est inconnaissable. L'attitude idéologique est tout à fait contraire parce qu'elle part au contraire d'une vision centrale, d'un su absolu. Au lieu que on parte, si vous voulez, des savoirs reçus, des savoirs périphériques pour se diriger vers ce centre, et par des voies qui sont en somme les voies reçues dans la culture, on part du centre. On part du savoir absolu placé au centre, et à partir duquel, n'est-ce pas, la doctrine va rayonner de façon à englober des pans entiers du savoir qu'elle va devoir remodeler. Vous savez comment en URSS, par exemple, la linguistique, la biologie, la génétique, après l'économie, l'histoire, la philosophie, etc. Et même la peinture. La peinture, n'est-ce pas, ont dû se ranger dans ce réseau cristallin, n'est-ce pas, qui s'étendait à partir de ce point central, qu'est la vision, l'éclair de compréhension, l'eureka, n'est-ce pas, de l'idéologie. Et alors, l'attitude de Lénine, philosophe, n'est pas une attitude philosophique, c'est une attitude simplement parfaitement idéologique de tout soumettre à ce réseau unificateur de la doctrine tout expliquante. C'est là quelque chose de tout à fait nouveau. Tout cela peut peut-être s'expliquer dans une Union soviétique, pays, disons, au début du siècle encore très très retardé, n'est-ce pas, très en retard par rapport aux civilisations occidentales. Mais comment expliquez-vous actuellement la séduction de l'idéologie léniniste soviétique sur tant d'intellectuels occidentaux, en particulier dans les sociétés industrielles très avancées? Alors c'est là une très grosse question et beaucoup plus difficile que celle que vous avez déjà posée. Vous avez eu en Europe des poussées idéologiques au XIXe siècle. Et ce qui les a dissoutes, ça a été tout simplement la puissance de la société civile et la diversité des courants culturels. Vous aviez en Allemagne, par exemple, vous aviez des milieux culturels extrêmement différents, extrêmement divers. Et l'idéologie ne pouvait pas acquérir cette situation monopoliste. En France également, vous avez eu des poussées idéologiques. Après tout, pendant la Révolution française, vous aviez eu des choses qui déjà annonçaient ce genre d'attitude. Mais la démocratisation du pays, la variété, la diversité du champ culturel a fait que ça a été, disons, univré dans beaucoup de blé. N'est-ce pas, et non pas le contraire comme en Russie où la pauvreté du terrain culturel faisait que la Russie, que l'idéologie a pu prendre, n'est-ce pas, cette position monopoliste. Pourquoi est-ce que le marxisme est si séducteur aujourd'hui en Occident? Je crois d'abord qu'il frappe je crois qu'il faut distinguer le cas des pays sous-développés et le cas des pays développés. Dans les pays développés, il frappe à un point sensible, à un point vulnérable, qui est celui de l'adolescence des jeunes gens jetés dans un système d'éducation de masse. Parce que l'idéologie se présente comme une sorte de raccourci vers la culture. Il n'est pas nécessaire de faire l'effort d'étudier l'histoire, la philosophie, l'économie politique, puisque l'idéologie, en 2 coups de cuillère à peau, vous donnera la clé de toute l'explication du monde, finalement. Non seulement de l'histoire, de la philosophie, mais la clé de tout, n'est-ce pas? Et y compris de celle du comportement politique, y compris la morale, y compris la vision du monde, le cosmos. Tout sera expliqué en un éclair et d'un seul coup. Il y a là une promesse d'économie de pensée qui est extrêmement séduisante. Dans les pays sous-développés, cette même explication vaut
a fortiori, puisque le choc de la culture occidentale met ces pays devant un long et pénible processus d'apprentissage de la pensée moderne, et là encore l'idéologie fournit un raccourci. Un raccourci illusoire, mais un raccourci quand même. Mais je pense qu'il y a une autre raison, qui tient justement à la nature gnostique, si vous voulez, du léninisme, qui est que le léninisme, ou le marxisme-léninisme, ce qu'on appelle marxisme aujourd'hui, c'est le léninisme, il n'y en a pas d'autre. Le marxisme de Marx, il est mort. Ce que promet le léninisme, ce n'est pas seulement le savoir absolu, mais par le savoir, le salut. N'est-ce pas? Puisque l'homme devient une machine à produire le salut. Et ainsi il est parfaitement satisfait, puisqu'il est en possession d'un système plus profond que la religion, parce qu'il se donne pour rationnel, mais plus profond que la science, parce qu'il est tout englobant et remodelant de l'intérieur toute la personnalité, ainsi que faisaient les religions. Autrement dit, si vous avez d'une part une crise de savoir, et d'autre part une crise religieuse, l'idéologie a toutes les conditions pour naître. Or, c'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui, où le savoir traditionnel est battu en brèche de plusieurs façons, par la massification de l'enseignement, par l'enseignement de fausses sciences ou de pseudo-sciences, et ou d'autre part, la religion connaît les crises que vous connaissez. Oui, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur un aspect du problème que vous venez d'évoquer. Enfin, est-ce qu'il... pour certains, je pense en particulier depuis Solzhenitsyn ou les dissidents soviétiques, n'est-ce pas, on a peut-être compris que tout ne se passait pas dans le meilleur des mondes dans l'Union soviétique. Oui. Mais alors beaucoup quand même restent fascinés par le modèle soviétique en disant, eh bien, adoptons toujours ce modèle d'organisation de la société et nous pourrons nous débarrasser d'une idéologie qui est peut-être plus ou moins adoptée. Est-ce que vous pensez que ça c'est une chose possible? Est-ce qu'on peut faire... Je crois que vous touchez un point effectivement nouveau, et qui n'est pas de notre génération, mais plutôt de la génération de ceux qui viennent ensuite. Il me semble que dans ma génération, et surtout dans les générations précédentes, quand on était communiste, quand on embrassait l'idéologie, c'est parce qu'on avait devant soi l'image justement d'une société parfaite réalisée. Nous avions une icône d'un salut qui était déjà en route, hein, et qui s'accomplissait sur la terre. Alors qu'aujourd'hui, dans les nouvelles générations de ceux qui entrent dans l'idéologie, qui embrassent l'idéologie, vous n'avez plus ces illusions sur l'URSS. On sait très bien que là-bas règne la misère et l'oppression. Et c'est très curieux de voir, par exemple, dans les thèmes communistes actuellement qui sont très séducteurs pour beaucoup d'étudiants du tiers-monde, de voir qu'on ne se réfère plus ni au thème de justice sociale dont parlait Marx et dont Lénine encore avait hérité tant qu'il n'était pas au pouvoir, ni à ces thèmes de développement économique et de modernisation et d'industrialisation dont parlait Staline, dont nous savons maintenant qu'ils n'ont pas été réalisés. Et malgré tout, ils embrassent l'idéologie. Et bien je crois que s'ils embrassent l'idéologie, c'est parce qu'elle leur promet la destruction de ce monde. La destruction complète et radicale de ce monde. Et c'est cela, n'est-ce pas, qui constitue un appel. Bakounine avait donné la formule qui est peut-être la formule décisive du léninisme. L'esprit de destruction est aussi l'esprit de création. C'est-à-dire qu'il suffit de détruire ce monde et des nouvelles structures se mettront en place, toutes seules, qui sortiront des ruines de ce monde et qui seront de toute façon meilleures que ce monde qui est absolument condamnable et condamné. Hein. Il y a un refus total. Alors, dans ce refus du monde tel qu'il va, vous êtes dans cette espèce de nihilisme, là vous avez effectivement un grand héros pour l'idéologie. Et aussi non seulement un refus du monde tel qu'il va, pour reprendre l'expression, mais aussi un refus des modèles. Oui. Au moment des contestations de 68, souvenez-vous, par exemple, on demandait, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? On disait, ça n'a pas d'importance. C'est ça, il suffit de détruire. L'esprit de création est l'esprit de création. Ah oui. Mais est-ce que vous pensez qu'une idéologie qui semble se maintenir comme ça, finalement sans support, puisque personne n'y croit, vous le dites vous-même dans votre livre, Les origines intellectuelles du léninisme, il n'y a plus personne qui y croit. Comment une idéologie comme ça... Attention, on n'y croit pas comme on croit au Père Noël, on n'y croit pas comme on croit en Dieu, on n'y croit pas comme on croit aux soucoupes volantes. Il y a un autre mode de rapport à l'idéologie que celui de la croyance religieuse.
Bon, partout où il n'y a pas la prise de pouvoir, on peut y croire, comme on croit au Père Noël. On peut croire vraiment qu'on a la clé, et si vous avez des communistes croyants, comme il y avait, si vous voulez, en Russie au XIXe siècle, c'est dans les pays qui ne sont pas sous domination communiste. Mais dans les pays sous domination communiste, les choses se présentent tout à fait différemment. Personne n'y croit, justement, dans le sens que je viens de dire. Mais tout le monde est tenu de parler ce langage. N'est-ce pas? On ne les croit pas, mais on le parle. Ce que vous appelez la langue de bois. Oui, c'est une langue qui est obligatoire, qui est la langue d'un communisme censément réalisé, et qui est le truchement obligatoire de toute personne qui voudra traiter au niveau public avec la société. Il pourra parler la langue naturelle dans son fort intérieur, avec lui-même, ou encore dans sa famille, s'il a suffisamment confiance dans sa femme ou dans sa belle-mère, mais s'il qu'il devra être à l'usine, au bureau, à l'université, s'il qu'il devra parler publiquement, ou possiblement publiquement, c'est-à-dire, par exemple, dans cette salle, il sera obligé d'employer la langue de bois. Cette dissociation entre langue naturelle et langue de bois, ça c'est le fait des sujets qui ne sont pas communistes, qui ne sont pas dans le parti communiste, mais qui vivent sous le régime communiste. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un communiste? Eh bien c'est quelqu'un justement qui est capable de parler la langue de bois, même dans son fort intérieur et même à la maison. Là vous avez une réunification du langage au niveau de la langue. Et nous savons très positivement que M. Brejnev ou M. Marchais, n'est-ce pas, dans les délibérations les plus intimes du bureau politique, n'emploient pas du tout la langue naturelle machiavélienne du prince de Machiavel dans son conseil privé ou dans son fort intérieur, il emploie la langue de bois. Alors peut-on dire qu'il y croit à cette langue de bois? Mais qu'est-ce que c'est que croire dans l'idéologie? Croire, c'est faire advenir la vérité. Ce n'est pas chercher la vérité, je vous l'ai dit, c'est faire advenir la vérité. C'est ce que Lénine appelait la praxis, n'est-ce pas, après Marx, n'est-ce pas? Faire advenir la vérité, c'est tout simplement étendre le pouvoir du socialisme, le pouvoir du Parti communiste sur de nouvelles zones de la Terre, sur de nouvelles régions de la société. Autrement dit, en le parlant, on l'agit, on le fait advenir, et d'une certaine façon, on le vérifie. Alors, y croient-ils? Ben, je crois qu'ils y croient dans la mesure où ils le font. Ils font le socialisme, ils l'agissent, ils l'étendent, et le reste, ben, c'est des questions qui ne se posent pas. Alain Besançon, je vous remercie. Les origines intellectuelles du léninisme est paru chez Kalman Levy. Et l'on pourra compléter par la lecture du rapport secret au comité central sur l'état de l'Église en URSS, paru aux éditions du Seuil.